Bonjour à toutes et à tous pour ce grand débat du Paris Air Forum édition 2022. L'avion aura-t-il sa place dans le monde énergétique à venir? Je sous-titre: la dernière goutte de pétrole sera-t-elle pour un avion ou pour faire du plastique ou pour la dernière voiture à combustion? Nous allons en parler avec Augustin de Romanel, président directeur général du groupe ADP, Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total Énergie, et Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports du précédent gouvernement. Alors peut-être pour commencer avec vous, Augustin de Romanel, sur la vision stratégique de ce qui est en train d'arriver. Il y a eu la crise du Covid, vous avez parlé de temporalité tout à l'heure, on est en train d'en sortir, on voit que le secteur repart très fort. On s'inquiète même de savoir si cet été ça va être la grande pagaille dans les aéroports, c'est pour dire que c'est en train de repartir très fort. Et en même temps, on voit bien que la question de l'avenir de l'aviation est posée, la question de la sobriété. Un certain nombre de gens disent peut-être qu'il n'y a plus de place pour l'aviation, il faut prendre d'autres modes de transport alternatifs, autant que faire se peut. Comment, dans cette problématique où il y a la guerre en Ukraine qui crée aujourd'hui une forte tension sur les prix de l'énergie, vous voyez les choses, alors pour reprendre votre expression tout à l'heure, entre le court terme et peut-être le plus long terme dans cette place de l'aviation dans le monde de demain? Merci beaucoup Philippe. Alors il existe une question de base d'abord qui est: croit-on oui ou non qu'il existe une menace pour la planète du réchauffement? Vous le savez, aujourd'hui on estime que d'ores et déjà la planète s'est réchauffée de 1,1 degré. Le GIEC, la COP de Paris nous a donné comme objectif de ne pas atteindre 1,5. On parle déjà d'une planète qui serait à 2,7 degrés en plus en 2050. Donc, première question, est-ce que oui ou non on pense que c'est un défi? Je pense que la réponse, pour moi, ne fait pas de doute. Il faut prendre des mesures pour éviter le réchauffement climatique. Il y a encore 3 ans, on disait 2,5%, 3% des émissions de CO2 de la planète, l'avion, c'est rien du tout par rapport au numérique, par rapport, etc. En réalité, comme je le disais en introduction, il n'y a que 5% des habitants de la planète qui n'ont jamais pris l'avion aujourd'hui. Ce qui veut dire que la croissance de la demande de transport aérien va demeurer incroyablement forte, notamment dans les pays en voie de développement. Songez qu'en Inde, un Indien moyen voyage 28 fois moins qu'un Américain. Ça veut dire que la croissance du transport aérien, elle est devant nous. Donc si on veut que le progrès demeure possible et soit enchanteur pour toutes ces catégories de personnes, il faut que l'avion se transforme de façon radicale. Et s'il ne se transformait pas, on estime qu'en 2050, ça serait 9% des émissions de CO2 de la planète qui viendraient de l'avion. Donc, il n'y a pas d'alternative. Il faut, si on veut que les habitants de la planète puissent continuer à se rencontrer et à voyager, il faut décarboner l'avion. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les 20 ans qui viennent vont être globalement une guerre de l'énergie, mais ça, Patrick Pouyanné est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Et à l'intérieur de cette guerre de l'énergie, l'aviation va devoir se réinventer pour pouvoir utiliser toutes les sortes d'énergie possibles, sachant que si vous regardez le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il y a un certain nombre d'outils qui seront plus favorables à l'avion. Par exemple, on estime que majoritairement, le train aura recours à l'hydrogène. Majoritairement, le transport maritime pourrait avoir recours à l'ammoniac ou au biocarburant. Et s'agissant de l'avion, eh bien, il faudra faire flèche de tout bois. L'avion électrique pour les petites distances. L'avion propulsé à l'hydrogène, comme on en a dit un mot tout à l'heure, pour les moyennes distances. Et puis, le carburant aéronautique durable, qui soit si possible, qui ne soit pas en concurrence avec les usages alimentaires. Donc, éviter si possible les biocarburants. Et puis, utiliser des carburants qui soient si possible à base d'hydrogène vert, donc qui soient totalement décarbonés. Donc, face à cela, les aéroports essayent d'anticiper, puisque au fond, l'aéroport de 10 ans, il est pensé aujourd'hui. Donc si on veut pouvoir accueillir, par exemple, des avions propulsés par l'hydrogène, même si c'est plutôt pour 2035-2040, c'est aujourd'hui qu'il faut y penser.
En tout état de cause, nous savons que si nous voulons décarboner tous nos véhicules de piste, par exemple, pour qu'ils soient propulsés par de l'hydrogène, il faudra que nos aéroports deviennent des hubs énergétiques pour alimenter non seulement les véhicules de l'aéroport, mais aussi tous les transports collectifs et tous ceux qui viendraient jusqu'à l'aéroport. Donc, pour répondre à votre question de façon résumée, Philippe, je pense que nous avons deux exigences. La première, c'est de préserver les conditions pour les générations futures de prendre l'avion. Et la deuxième, c'est d'être extrêmement inventif pour que, d'une part, l'avion soit utilisé de façon raisonnable, raison pour laquelle nous sommes devenus les meilleurs amis du train. Et à Charles de Gaulle, par exemple, nous allons faire beaucoup d'efforts pour investir dans une gare qui soit accessible et accueillante, notamment pour tous les TGV du sud de la France. Il y a une bonne nouvelle, c'est que la SNCF va enfin faire ce qu'on appelle en termes techniques le barreau Massy-Valenton, c'est-à-dire qu'au sud de l'Île-de-France, on va enfin faire une liaison ferroviaire qui va permettre que les TGV du sud-ouest et de l'ouest de la France arrivent à Charles de Gaulle et notamment à des heures suffisamment convenables pour permettre d'alimenter les avions. Donc c'est à une révolution que nous nous apprêtons, mais je crois que cette révolution elle est demandée par nos concitoyens, elle est demandée par les clients. Naturellement, l'avion coûtera un peu plus cher, mais je crois que nous avons deux solutions, soit faire payer la décarbonation du transport aérien par les consommateurs, soit la faire payer par les contribuables. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, en tant qu'ancien du ministère des Finances, je suis écorché à l'idée de demander aux contribuables de payer ce qui est nécessaire. Patrick Pouyanné, par rapport à ce monde que décrit Augustin de Romanet et par rapport au monde tel qu'il est en train de se faire, donc oui, priorité bien sûr, je pense que c'est pas vous qui direz le contraire, à la planète, mais en même temps, le monde a soif de pétrole. Et avec cette guerre aujourd'hui, il va y avoir, est-ce que vous pensez, quel va être le paysage énergétique que vous anticipez et est-ce qu'il y aura de la place pour l'aviation? Et est-ce qu'il y aura des investissements possibles pour faire ces fameux SAF, ces fameux carburants durables, qu'il faudrait très rapidement, parce que le réchauffement climatique, ça s'accélère dès maintenant. Les attentes également de la société civile à l'égard de ce secteur, c'est qu'il agisse dès maintenant. Bon, d'abord, je pense qu'il faut faire la part des choses entre le court terme immédiat et le moyen terme, même si le court terme, avec la guerre en Ukraine, nous rappelle que quand on parle d'énergie, il faut combiner 3 pointes d'un triangle, la sécurité d'approvisionnement, la fiabilité, qui redevient un sujet dont on pensait qu'il avait disparu, mais tout d'un coup on s'en réinquiète, le prix, le caractère abordable de l'énergie, qui redevient également un sujet d'actualité, et puis bien sûr le caractère durable de l'énergie, le climat, qui est un impératif. Le débat avait été très dominé et doit rester d'ailleurs, il ne faut pas tout d'un coup qu'on passe d'un point à un autre, c'est-à-dire qu'on parlait que du climat en Europe, tout d'un coup on a oublié le climat. Il ne s'agit pas de faire ça, même si à court terme on voit quand même que l'actualité, la politique, d'ailleurs je suis très frappé de voir que les pays développés européens sont les premiers qui se remettent à subventionner les énergies fossiles. Alors qu'on explique au monde, on expliquait en Écosse à Glasgow il y a 6 mois qu'il fallait arrêter les subventions aux énergies fossiles partout dans le monde, y compris en période d'émergence. C'est ce qu'on fait en France, ce qu'on fait partout, parce que l'énergie est un bien essentiel dans lequel le prix atteint directement le pouvoir d'achat et qu'on s'inquiète même maintenant de savoir si on va pouvoir le fournir, cette énergie. Bon, je pense il y a une circonstance exceptionnelle, il ne faut pas encore une fois perdre le cap général. Au contraire, d'ailleurs, il y a une réaction assez naturelle des pays européens, puisqu'on peut dire que les énergies renouvelables, quelque part, permettent de relocaliser la production d'énergie. Et donc, on voit que l'Europe dit qu'il faut accélérer. Alors, naturellement, comme toujours, il ne faut pas simplement pas mélanger le court terme et le moyen long terme. Je vous rappelle quand même que les ambitions qui viennent d'être réaffirmées par l'Union européenne dans le cadre du programme Repower 50, là, qui est aujourd'hui, il faut savoir en tête qu'on installe en Europe à peu près chaque année 35 gigawatts d'énergie renouvelable. Il nous a fallu 6 ans pour passer de 18 à 35, pour doubler. Le plan qui vient d'être annoncé prévoit de passer de 35 à 90. On ne va pas le faire par l'air du temps, donc il ne faut pas rêver, tout ça, ça demande un gigante. Mais on voit bien que c'est un train qui permet de répondre à la sécurité d'approvisionnement. On se remet à parler biométhane, alors qu'on disait que le biométhane c'était trop cher. Donc tout d'un coup, la notion de sécurité d'approvisionnement domine, mais il ne faut pas rêver. Tout sort à un coût, et le coût, c'est le sujet abordable de l'affaire qui va nous rattraper, quoi. Bon, le climat, alors les avions dans tout ça. Moi, il me paraît évident qu'on aura des avions. L'aspiration
de l'homme à bouger, à se mouvoir. Faut pas rêver. Enfin, je sais qu'il y a un sentiment, et moi j'ai une discussion encore hier avec mes enfants, un garçon qui m'ont dit on n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller à Rome. Mon épouse a répondu oui, il faut 20 heures de train. Bon, j'ai vu qu'il y avait leur regard dans les yeux avait un peu changé. Mais bon, je pense qu'on aura besoin d'avions. Ça me paraît clair, la mobilité, le désert, faut pas. Donc maintenant, il s'agit de prendre le sujet à bras-le-corps. Alors moi, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui parce que je me rappelle que je crois que c'est il y a 1 an qu'on avait fait un débat avec les patrons de l'aérien, il y a 2 ans, et où j'avais cru entendre certains doutes à ma gauche à l'époque, certains patrons d'une compagnie aérienne. Alors c'est spectaculaire parce que alors vraiment le sujet a complètement varié, sans doute d'ailleurs un peu impulsé par le débat qu'il y a eu en France sur mettre 1% ou 2% de bioaérien. C'est la dernière, mais il y a eu tellement de hurlements quand le ministre a proposé 1% que finalement, mais moi ce que je vois c'est la prise de conscience incroyable, qui est plutôt très positive parce que j'ai vu une très forte évolution d'un débat qui était non, c'est impossible de faire payer le carburant plus cher, il faudra toujours que ça soit moins cher. Or, faut pas rêver, si on le décarbone, il sera plus cher, on y reviendra. À maintenant une envie, au contraire, du monde aérien, disant finalement, on n'a pas assez de biocarburant, de carburant SAF maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait renvoyer la balle, le Mistigris à un autre plutôt que de le garder. La vérité, c'est que le Mistigris, il est pour tout le monde en même temps. Et que maintenant, mais c'est positif de voir qu'il y a maintenant des cadres qui s'implacent, parce qu'il faut des politiques publiques. 5% en Europe à horizon 2030. La France a été pionnier dans cette affaire, mais c'est bien parce que ça donne maintenant de la visibilité à nous, industriels, pour investir dans ces fameux SAF. Alors après, et on sait qu'en gros, dans l'équation de décarbonation de l'aérien, il y a 2/3 qui viendra du carburant, je dirais. Le reste, ça sera les avions eux-mêmes, par leur efficacité, les infrastructures, mais il faut en gros 2/3. Donc il y a un vrai sujet. Il faut se retrousser les manches. D'autant plus que la consommation, le nombre de kilomètres parcourus augmentera entre maintenant et 2050. Donc c'est pas, on parle aujourd'hui de 300 000 tonnes de carburant, on parle de 500 000 tonnes à 2050. Donc il faut décarboner tout ça. On va s'y mettre. Alors les voies techniques existent, elles sont pas simples, pas complexes. Bon, la première, c'est celle qu'on met en œuvre, nous, maintenant, chez Total Énergie, à travers la MED, Grand Puy, et puis en coprocessing. Ce qui fait que je peux dire qu'on aura, on aura 300 000 tonnes par an de SAF disponibles à horizon 2024-25. 300 000 tonnes, c'est pas beaucoup, mais ça permet, je vous rappelle que la consommation en France, c'est 8 millions de tonnes, donc ça fait, on est à 4%, si on voulait tout de suite. Bon, au niveau européen, c'est 60 millions de tonnes, donc il faut, ça fait 0,5%, mais on n'est qu'un des acteurs. Et ça, on va le faire sur base de lipides, de graisse. Surtout pas de biocarburant AG. C'est d'ailleurs au passage un vrai débat entre l'Europe et les États-Unis, mais bon, on est en Europe. Simplement, le seul problème que j'ai, c'est qu'on a fait un calcul un peu absurde. Si on prend toutes les graisses, les huiles usagées, les graisses animales de la planète et qu'on les transforme toutes en SAF, à la fin, je n'ai que 50 millions de tonnes de SAF. Par rapport à mes 500 millions de tonnes à horizon 2050. Donc on voit bien que cette technologie qui est la plus abordable aujourd'hui, elle a des limites. Elle aura une limite. Et en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, dans mon monde à moi, on est en train de se battre pour aller chercher les matières premières. C'est-à-dire que c'est pas tant les techniques et les technologies et maintenant le marché qui va exister que où est-ce qu'on trouve ces huiles usagées, ces graisses animales. D'ailleurs, j'ai un conseil pour ceux qui veulent investir, vous investissez dans ces business-là, dans les abattoirs, c'est pas mal, parce que là, ils sont sur des tas d'or en ce moment. Bon, voilà, donc on est aujourd'hui en train de chercher ces matières premières pour éviter les huiles végétales. Il y a des alternatives sur lesquelles vous travaillez, c'est les e-fuel. Alors les alternatives, il y en a dans la matière liquide, il y en a la matière liquide, au-delà des trucs gras, il y a 2 façons. Après, on va choisir, soit on va chercher des déchets municipaux. Les déchets municipaux contiennent de l'énergie. Et ça, c'est une voie que l'on commence à explorer. Alors, c'est au-delà du gras, parce que les liquides, les lipides, les graisses et les usagers, c'est des circuits, je dirais, relativement ciblés. Déchets municipaux. Là, c'est moins dense, donc ça coûtera plus cher. Et ça, c'est une voie qui permet de passer par soit de l'alcool, soit du fameux Fischer-Tropsch. On arrive à faire un jet. Bon, simplement, il faut avoir en tête que ça nous coûtera, par rapport au kérosène actuel, bon, il a monté, là, mais disons, on était à... Lorsqu'on parlait de SAF sur base de graisse, on parle en gros de x3 à peu près. Là, on est plutôt dans du x5 à x10, il faut bien voir. Donc, on n'est plus tout à fait dans la même espèce. Alors, les fameux e-fuel, c'est l'autre voie. E-fuel, c'est quoi? C'est un carburant synthétique qui permet on combine du CO2 et de l'hydrogène décarboné. H2 plus CO2 nous permet de faire des carburants synthétiques.
Bon, mais ça c'est pareil, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que sur des déchets municipaux, un petit peu plus cher. Bon, là-dessus, il va falloir que... Donc je pense qu'on va commencer d'abord par faire ce qui est simple, c'est-à-dire la partie sur base de lipides, et puis on va commencer à investir dans les autres technologies. L'Europe nous dit qu'il faut être capable de produire à horizon 2030 un petit peu des e-fuels, puisqu'ils ont mis un mandat d'e-fuel. Bon, à partir du moment où il y a des mandats et des politiques, on va trouver les investissements. Encore une fois, tout ça simplement, quand Augustin me dit tu vas faire tout ça pour 1500 $ la tonne, 1500 €, la vérité c'est qu'on est plutôt à 5000 aujourd'hui qu'à 1500. Et là, il faudra les effets d'échelle pour l'atteindre. Enfin, soyons optimistes, hein. Moi je pense que dans cette affaire, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté politique, il y a des politiques, les compagnies aériennes, les constructeurs d'avions, les constructeurs de moteurs, nous on a établi un partenariat avec Safran, toute la filière s'engage, et à ce moment-là, il y aura, face à ces marchés, il y aura une offre, parce qu'on va répondre à cette offre. Et donc moi je suis convaincu que notre industrie saura accompagner la croissance des 10 prochaines années sans difficulté. Après, il faudra continuer à investir. Enfin, on parle quand même juste pour avoir en tête, un projet de, disons, 200 000, 300 000 tonnes que je suis en train de faire à Grand-Puy va me coûter 300, 400 millions d'euros. Lorsqu'on parle d'e-fuel, on est plutôt à 4 milliards pour le même volume. Enfin, je veux dire, on est dans des facteurs d'investissement. Donc, si je veux faire ça pour 300 000 tonnes et qu'il m'en faut plutôt 300 millions de tonnes, vous voyez un peu on parle de trilliards de dollars, hein. C'est pas une petite affaire. Mais enfin, on n'aura pas le choix. Il faut juste qu'on trouve je pense que dans cette affaire, moi je dirais qu'il faut être à la fois volontariste. Il faut quand même être progressif. On va pas faire tout ça du jour au lendemain. Faut pas rêver. Il faut des trajectoires qui soient progressives pour que tout ça et que le consommateur petit à petit l'absorbe. Et puis on a quand même un sujet mondial parce que l'aviation c'est quand même un marché mondial. Donc l'Europe doit servir de pilotes, les Américains s'y engagent. Ce qu'il ne faut pas, c'est créer des trous dans la raquette où à la fin, les avions vont s'approvisionner ailleurs. Enfin, on a un sujet quand même de mouvement mondial dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Patrick Pouyanné, pour ce tableau très, très clair. Je reviendrai sur ce que vous avez évoqué, peut-être avec Jean-Baptiste Djebari, sur le rôle du politique, effectivement. Donc, fixer une trajectoire réaliste. Alors, peut-être nous faire partager, avant de parler des investissements seulement de France 2030 sur l'avion lui-même, mais sur les carburants, parce que c'est notre sujet de ce matin. Est-ce qu'on peut aller plus loin, plus vite, et créer une vraie filière? À quelles conditions? Bon, d'abord, ravi de vous retrouver les uns et les autres pour cette nouvelle édition. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, quand on se parlait quand même possiblement de la plus grande crise économique, industrielle de l'aviation et dans le même temps d'impulser le plus grand mouvement de transformation technologique. Et à ce moment-là, certaines voix s'élevaient pour se dire que l'avion n'avait pas tant d'avenir que ça, que le voyage d'affaires serait rapidement disrupté par la visioconférence, par le télétravail, et qu'on allait avoir des mouvements de consolidation extrêmement rapides des compagnies aériennes. Et on voit bien que la reprise mondiale, tirée d'ailleurs par une croissance qui est essentiellement extra-européenne, avec des classes moyennes qui émergent partout, déjà émergées en Chine, émergentes en Inde, va nécessiter de mettre en œuvre ce que les uns et les autres, Augustin et Patrick, ont évoqué aujourd'hui. Donc, ce besoin, pour le dire les choses clairement, se déplacer est un besoin essentiel de l'être humain, de l'individu. L'avion y a toute sa place, en complémentarité avec d'autres modes, mais ces défis sont bien spécifiques. Et ce qu'a essayé de faire le politique, dans son rôle, au moment le plus aigu de la crise, c'est 2 choses. D'abord, c'est d'amortir les effets de la crise économique. Ça s'est traduit très concrètement par des aides très, très spécifiques, à la fois de droit commun et spécifiques au secteur de l'aérien, aux exploitants aéroportuaires, aux compagnies aériennes, à l'ensemble de la filière, pour minimiser le coût économique et social du pavillon français dans la crise, et puis de relancer le monde aéronautique sur au moins 2 grands sujets, le sujet des carburants alternatifs au kérosène et le sujet de l'industrie aéronautique pour en faire finalement, ou pour continuer d'exercer un atout, un avantage comparatif à l'échelle mondiale, puisque vous le savez qu'on a une très très grande industrie aéronautique. Je sais que c'est le sujet de session d'aujourd'hui. Donc on a fait 2 choses. L'équation économique posée par les carburants, elle est maintenant connue. Patrick en a dit quelques mots. Il y a des filières qui sont aujourd'hui en voie de maturation avec des très grands acteurs comme Total. Il y a des filières qui sont par nature un peu dispersées. Patrick a parlé des déchets municipaux. On a aussi les déchets agricoles et forestiers, très vertueux. Et on a des démonstrateurs technologiques dans lesquels certains ici participent, mais ça pose la question de la ressource. Et puis on a effectivement le sujet des carburants synthétiques, mais qui vont nécessiter de savoir produire pour l'ensemble de la mobilité une
quantité, un volume d'hydrogène décarboné absolument massif. Ça renvoie au mix énergétique de notre pays, à notre capacité à la fois de produire plus d'électricité bas carbone et de développer les usages en même temps, si je puis dire. Parce qu'on fait des voitures électriques, on fait des bus à hydrogène, on fait des trains à hydrogène qui roulent déjà, et demain, on veut utiliser beaucoup d'hydrogène pour possiblement contribuer à la décarbonation de l'aviation. Donc nous, on a fait 2 choses. D'abord, on s'est mise en ordre de marche avec la filière pour établir une feuille de route technologique, on en parlera peut-être après, autour de la nouvelle génération d'avions bas carbone. Ça passe par ce qu'Augustin a évoqué. D'ailleurs, on a lancé ensemble il y a quelques mois un vertiport à Pontoise, par exemple. On a fait en sorte d'avancer assez rapidement sur l'électrification des avions les plus légers, sur l'hybridation des avions intermédiaires. Et puis, la filière a proposé une feuille de route technologique très ambitieuse, de classe mondiale évidemment, sur la nouvelle génération d'avions. Et vous avez pu suivre les uns et les autres les annonces, notamment d'Airbus, au fil des mois précédents, et de Safran d'ailleurs. Le vrai enjeu maintenant sur les carburants, c'est d'industrialiser, de massifier la production, parce que l'échelle de coût a été donnée. Les carburants à base d'huile de cuisson ou de graisse animale usagée, c'est x2, x3 aujourd'hui. Les déchets agricoles, forestiers, municipaux, x4, x5. Les e-fuels tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est x10. Et donc à la fin, si industriellement on sait produire, si technologiquement c'est démontré, on a quand même un sujet de répercussion sur le consommateur final, qui est donc l'usager, le consommateur d'avions. Et on sait très bien qu'on aura un sujet politique si tous les coûts sont répercutés, c'est qu'on pourrait avoir un effet d'éviction de la classe moyenne de ce moyen de transport aérien. On voit bien que d'un côté... Quel est l'ordre de grandeur de hausse des prix? C'est quoi? Sur un Paris-Nice, c'est quoi? 10, 15 euros? Sur un Paris-New York, c'est 100 euros? Ça peut être autour de ça, mais si on répercutait tous les coûts maintenant avec les technologies existantes, on pourrait avoir des hausses sur le prix du billet qui se chiffrent en dizaines de pourcents. Donc, et surtout, de façon assez peu distribuée dans le spectre des consommateurs. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des compagnies low cost qui, en fait, très largement, sont celles qui ont des disponibilités financières et qui, dans l'après-crise, recommencent en fait des stratégies qu'on a connues avant crise, avec des prix d'appel très bas pour reconquérir leur clientèle, avec des coûts d'exploitation assez lignes, comme on dit en mauvais français, et qui donc sont en mesure de proposer des produits aériens à des coûts maîtrisés. Vous avez de l'autre côté, dans le haut du spectre, le voyageur d'affaires, et d'une manière générale, les CSP+, qui peuvent continuer à voyager, mais ceux qui peuvent, et c'est politiquement évidemment un sujet, et c'est ce que nous on a essayé d'organiser de façon un peu différente, ceux qui, in fine, pourraient se retrouver évincés de la consommation de produits aériens, de vols, c'est évidemment la classe moyenne. Et on sait très bien que certaines classes moyennes voyagent en famille une fois par an, parfois thésaurisent pendant plusieurs années, et c'est dans l'approche de l'équité sociale évidemment un sujet très important pour nous. Donc, Patrick donnait son triptyque. Nous, on pense qu'on a un triptyque évidemment un peu similaire entre les infrastructures physiques à déployer, l'industrialisation à faire, les soutiens aux différents opérateurs, parce qu'évidemment tout ça nécessite de l'amorçage public, et de le faire à une échelle territoriale pertinente. On évoquait le cas de l'Europe aujourd'hui, qui a une feuille de route, c'est vrai, de plus en plus claire, mais moi, un de mes travaux qui a été celui pendant les 3 dernières années, ça a été d'essayer de convaincre les grands blocs d'aller aux États-Unis, au Canada, de les engager sur la déclaration de Toulouse il y a quelques mois, évidemment, d'essayer de comprendre comment on pouvait raccrocher certains pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, certains pays du Golfe, parce que bien souvent, ce que nous dit à l'extérieur, c'est que notre initiative est louable et vertueuse, mais que les pays ne sont pas prêts, soit c'est perçu comme des initiatives qui sont un peu solitaires, et donc, eux veulent à minima les comprendre et si possible, y être associés et décider ensemble. Et on voit bien que, à la fois en européen et au niveau de l'OACI, si on veut arriver à quelque chose qui ressemble à un mandat mondial d'incorporation de biocarburants, évidemment, les choses se jouent en Amérique du Nord et en Europe parce que ce sont des gros marchés, mais il y a une dimension mondiale, sinon on aura des effets de fuite carbone qui vont être tout à fait importants. Dernier élément, évidemment, le prix, puisque tout ça coûte cher et que cela a des implications politiques en termes de pouvoir d'achat et de capacité à se voyager, si on en revient au sujet principal, qui est en tout cas au sujet d'entrée de chacun, qui est que l'avion constitue encore et toujours, et je pense pour longtemps, un très grand moyen de liberté individuelle. Augustin de Romanet, peut-être sur cette question du prix qui est cruciale, et sur cette question du risque effectivement de fuite vers d'autres hubs. Comment vous voyez le nouvel équilibre? On voit bien qu'il y a le progrès technologique qui peut faire des avions plus économes en carburant, potentiellement, mais des carburants plus chers. Il
Vous disiez, c'est pas le contribuable qui doit payer, donc ça sera forcément le consommateur. Dans un contexte de concurrence, à quel horizon on peut voir ce nouvel équilibre, sachant que si on trace vraiment, si on veut décarboner le secteur aérien, il faudrait arriver à des niveaux d'incorporation de SAF qui soient au-delà de 50%, même on disait 100%, ça fait 80% de baisse d'émissions. Les nouveaux carburants synthétiques qui seraient neutres si l'hydrogène est vert, mais c'est 10 fois plus cher. Donc, quelle nouvelle équation? Et alors, on n'a pas aujourd'hui de représentants il y en avait une tout à l'heure qui en a un peu parlé, qui était Anne Rigail pour Air France, mais par rapport à la table ronde dont parlait Patrick Pouyanné, c'est à vous donc d'assurer cet équilibre, Augustin. Oui, alors cet équilibre va évidemment être très sophistiqué à trouver. J'étais un peu provocateur tout à l'heure quand je disais le contribuable ne doit pas payer. Évidemment, je suis un peu anxieux des 17% de dette publique par rapport au PIB qui ont été générés par le quoi qu'il en coûte, mais j'étais provocateur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les Américains ont une attitude qui est totalement différente de l'Europe. Je crois que dans une interview récente, Anne Rigail disait justement qu'à San Francisco, les SAF sont tellement subventionnés par le gouvernement qu'ils coûtent que 10% plus cher que les carburants normaux. Donc, il y a deux approches très différentes. En Europe, c'est le mandat d'incorporation plus une idée de taxation du kérosène qu'on ne trouve pas absolument formidable, je pourrais y revenir. Et aux États-Unis, il y a une subvention des SAF avec des crédits d'impôt très considérables. Donc, il est clair qu'il est impossible d'avoir des trop grandes distorsions entre les continents, puisque selon que l'avion fera son plein dans un continent ou dans un autre, il aurait des prix de revient qui n'auraient rien à voir, et donc avec des effets de distorsion de concurrence énormes. Donc, on va avoir des discussions à l'Organisation de l'aviation civile internationale en septembre qui vont être très importantes, et j'espère qu'on pourra avancer sur une espèce de level playing field de l'attitude vis-à-vis des SAF. Et je ne suis pas absolument convaincu que l'Europe pourra se dispenser d'aider un petit peu par des crédits publics le développement des carburants aéronautiques durables pour deux raisons. La première raison, et je dirais la vraie raison, c'est parce qu'il faudra rendre acceptable par les passagers l'augmentation de l'incorporation. Et la deuxième raison, c'est parce que ça rendra crédible la marche forcée, entre guillemets, dans les mandats d'incorporation. Quand on voit les montants d'investissement qu'a évoqué Patrick Pouyanné, ces montants ne seront possibles qu'il y ait un minimum de visibilité pour les industriels quant au fait que les produits qui vont être en mesure de délivrer seront achetés. Donc, de la même façon que nous, à Aéroport, on a besoin d'une régulation économique qui soit stable, les producteurs d'énergie vont avoir besoin d'une visibilité économique qui soit correcte pour pouvoir vendre, entre guillemets, leur carburant aéronautique durable. Donc, tout l'enjeu des 2 ou 3 ans qui viennent pour l'Europe va être de trouver un équilibre entre la subvention zéro, ce qui est la situation aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement viable quand on compare à la situation des États-Unis. Par ailleurs, quant au prix de l'avion, moi, ce que j'ai en tête comme ordre de grandeur, c'est que le kérosène, c'est à peu près 25% du prix d'un billet d'avion. Ce qui veut dire que si demain matin, on a un carburant aéronautique durable qui coûte 3 fois plus cher que le kérosène, ça augmenterait le prix du billet d'avion d'environ 50%. Alors, pour 100% d'incorporation, hein, je vous rappelle qu'on vise 100% d'incorporation à horizon 2050. Bon. Donc, est-ce que, de façon progressive, une augmentation de 50% du prix du billet d'avion d'ici 2050 est insupportable? À titre personnel, je pense que la réponse est non, pour une raison simple, c'est que d'abord, les gens voyageront moins, et puis, finalement, un billet d'avion qui augmente de 50%, ça signifie que vous abandonnez un voyage d'affaires sur 3 ou un voyage de tourisme sur 3, ce qui n'est pas totalement inenvisageable. Donc je pense que l'équation, elle est soluble. En revanche, les décisions que vont devoir prendre les pouvoirs publics vont être nécessairement très coordonnées si on veut progresser dans la diffusion de ce mode de propulsion des avions. Si je comprends bien, donc votre équation, il y aura plus de gens qui prendront l'avion, mais moins souvent. Alors, il est incontestable que l'ambition, vous savez, dans la pyramide de Maslow des besoins élémentaires, dès lors que les humains ont été en mesure de se nourrir, de s'habiller et de se loger, le besoin qui vient immédiatement après, c'est de voyager. Donc, je redis ce chiffre parce qu'il est quand même très, très frappant. 95% des habitants de la planète n'ont jamais pris l'avion. Donc, le besoin d'avion, il est absolument infini. Et raison pour laquelle
l'industrie aéronautique a encore de très très beaux jours devant elle, même si le coût marginal du transport aérien va nécessairement augmenter, comme je vous l'ai dit. Alors Patrick Pouyanné, quand vous entendez cette équation, ça vous donne confiance pour investir? Parce que aujourd'hui, vous faites face, et on l'a vu lors de la récente Assemblée Générale de Total Énergie, à une contestation de la société civile sur tout ce qui est produits carbonés. Donc pétrole, même le gaz aujourd'hui, contesté pas. On dit, alors, on va donc basculer dans un monde de l'électricité. Est-ce que, non mais juste termine ma question, est-ce que vous allez pouvoir, sachant qu'il y aura également des besoins pour le transport routier ou autre, ou de marchandises, faire suffisamment est-ce que vous avez confiance dans la création d'une filière pour l'aviation, ou est-ce que si les perspectives décrites par Augustin sont que les gens vont moins voyager, est-ce que ça vaut vraiment la peine de développer cette filière? Non, mais encore une fois, c'est un sujet planétaire. Donc oui, il faut développer les filières. Après, c'est un rythme auquel on doit développer. C'est pour ça qu'il faut qu'absolument dans la transition, les politiques publiques fixent ce rythme. Parce qu'on ne va pas tout faire en même temps. On ne va pas à la fois, effectivement, on veut décarboner toute l'économie. Donc il va falloir donner des priorités d'investissement. Le sujet des avions est bien. Moi, je pense que l'objectif qu'on s'est donné de 5% à horizon 2030, on va le tenir. Il permet de lancer des filières. Après, il va falloir accélérer, bien évidemment, si on veut l'atteindre. Sachant que je n'ai pas répondu à la première question, mais moi, je suis assez convaincu que sur le fond, si on cherche dans les derniers usages du pétrole, parce que l'aérien, notamment à longue distance, on a un problème de stockage liquide. Je pense qu'on aura encore des gouttes de pétrole je ne crois pas aux 100% totalement décarbonés à horizon 2050. Je pense qu'à ces horizons, on aura toujours un peu d'un mix pétrole. La dernière goutte de pétrole sera bien pour l'aviation. Non, elle sera peut-être pour le plastique ou pour d'autres sujets, mais je veux dire, d'abord, la dernière goutte de pétrole, elle n'est pas pour 2050, malgré tout ce que j'entends. C'est pas moi qui le dis, c'est le fameux scénario de l'AIE, il prévoit quand même encore de produire 20 à 25 millions de barils par jour de pétrole en 2050. Quoi. Bon, par ailleurs, quand vous dites que la société civile est contre, la société civile n'est pas égale à des ONG. Je sais bien qu'elles tiennent je voudrais quand même qu'on remette un peu ce débat me paraît quand même un peu disproportionné. Encore une fois, moi je respecte tout à fait les ONG qui n'ont pas fait droit de manifester leur point, mais assimiler la société civile dans son ensemble aux ONG, c'est quand même un raccourci assez saisissant que font les médias qui me surprend un peu. Il faudrait quand même ramener un peu tout ça raisonnable. J'ai pas encore vu tout le monde manifester contre le fait de prendre l'avion, etc. Par ailleurs, maintenant, même encore des une fois, actionnaires schizophrènes parfois. Non, il y a surtout des actionnaires qui à 90% ont soutenu le plan de Total Énergie. Et je sais bien que les 10% qui sont contre ont eu plus de voix que les 90% de la majorité silencieuse, mais c'est le résultat de ce qui s'est passé. Et encore une fois, le traitement de l'information est assez déséquilibré. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet pour nous, c'est savoir s'il y a des nouvelles filières. Vous savez, la décarbonation de l'énergie, on a décidé, nous, que c'était le fond de notre stratégie, qu'on allait faire comme une opportunité, puisqu'on a fait deux grands choix. Pour décarboner l'énergie, il y a deux filières. Il y a l'électricité d'une part, et on a décidé, d'où le fait que Total est devenu Total Énergie, parce qu'on va devenir un électricien d'origine fondamentalement renouvelable. Donc il y a l'électricité qui est massif. Mais l'électricité, les gens n'imaginent pas que c'est pas simplement produire de l'électricité pour des véhicules électriques. Lorsqu'on parle d'hydrogène décarboné, je voudrais juste avoir un chiffre, 100 millions de tonnes de SAF, le fameux e-fuel, c'est 2 terawatts d'électricité renouvelable. 2 terawatts. C'est 2 tiers de l'électricité produite aujourd'hui au monde renouvelable. Donc, les besoins sont absolument gigantesques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est engagé là-dedans. On fait beaucoup de centrales nucléaires, c'est ça? Ça va faire beaucoup de centrales solaires et éoliennes offshore et éoliennes. Parce qu'en fait, c'est un marché énorme qui va se développer pour nous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, plutôt que de rester sur le marché pétrole et gaz, qui est un marché qui va stagner, voire décliner, autant aller là où il y a de la croissance de demain. Donc, il y a l'électricité. Puis après, il y a ce que j'appelle les molécules décarbonées. Les biocarburants, les biogaz, les e-fuel, etc. Les deux filières on doit y investir. D'ailleurs, honnêtement, pour une entreprise comme la nôtre, Total Énergie, moi je suis une entreprise de molécules, le pétrole et le gaz. C'est presque plus facile d'utiliser les compétences de mes collègues dans le raffinage, dans les chimies, pour aller faire les molécules décarbonées que d'aller les mettre dans l'électricité, qui est un nouveau monde pour nous en fait. Donc, les deux voies. Après, c'est une question, encore une fois, de rythme des marchés auxquels on va. Pour l'instant, le premier sujet, les choses les plus simples, c'est faire des électricités renouvelables pour se substituer au charbon. Déjà, on va éliminer, si on arrivait à faire ça, un paquet de CO2. Et en fait, c'est un problème, honnêtement, que les économistes et que les gouvernements doivent bien prendre en compte. Il y a une urgence à abattre du CO2.
Mais où est-ce qu'on est le plus efficace à la tonne de carbone? Moi, je peux vous dire qu'on est plus efficace à faire l'électricité sur base renouvelable que sur phase pour enlever des tonnes de CO2. Si on arrive à enlever le charbon déjà par le gaz et par les renouvelables, c'est plus efficace immédiatement que d'aller enlever 50% tout de suite du carbone dans les carburants aériens. Donc c'est une question de priorité d'investissement parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc oui, encore une fois, ce marché carburant nous intéresse. D'abord parce qu'il a un autre intérêt pour nous, c'est qu'il nous permet de faire une transition juste, entre guillemets, de nos raffineries vers un nouveau marché. Moi, j'ai un souci, c'est que j'ai quand même 30 000 personnes qui travaillent dans ce monde-là, beaucoup en Europe, et qu'il ne s'agit pas d'attendre 2035 plus de véhicules thermiques pour commencer à organiser la transition de tous nos sites industriels. Et les raffineries, c'est lourd. Le bioraffinage, et notamment le carburant aérien, nous permet de faire une transition de s'y passer tout de suite. D'où la progressivité de ces marchés dont j'ai besoin. Donc moi, j'applaudis tout ce qui est fait. On a transformé la Med, on va transformer Grand Puy. On est en train maintenant d'investir dans nos raffineries existantes pour faire du coprocessing, pour aussi produire des carburants aériens. Ça, c'est assez facile à faire. Mais ça donne un futur à toutes ces filières-là. Donc moi, dans cette affaire, le seul point qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne va pas se passer du jour au lendemain, qu'il faut des trajectoires progressives. Et de ce point de vue-là, la filière européenne est intéressante. Entre États-Unis et Europe, il y a quand même un point majeur. Il n'y a pas que le système subvention, pénalité. Il y a le fait qu'aux États-Unis, pour l'instant, lorsqu'on parle de carburant aérien durable, on met du 1G. Je voudrais rappeler que les Américains, lorsqu'ils disent 20% en 2030, il y a beaucoup de 1G. Ils ne se préoccupent pas beaucoup aujourd'hui de savoir du combat, entre guillemets, alimentation qui est très présent ou déforestation en Europe. Ça, c'est quand même un sujet majeur parce que c'est pas du tout le même coût pour de faire du biocarburant sur base 1G ou sur base de déchets. Dès le départ, la matière première change profondément. Donc voilà, donc oui, on s'y engage. Pour moi, c'est une filière d'investissement. Je vous ai dit qu'on a 300 000 tonnes et on est en train de réfléchir à c'est quoi, à horizon 2030, les prochains investissements massifs. Donc oui, bien sûr, c'est une filière d'avenir dans laquelle on fera les investissements. Il y a un marché, on va y répondre. Juste, je rebondis sur ONG Société Civile. Vous avez les mêmes enfants que les miens qui sont en train de nous percuter ou de nous parler en tout cas de ces sujets. Vous les mettez dans les ONG ou dans la société civile, nos enfants? Je les mets dans les jeunes qui ont des idéaux, mais simplement quand je leur dis prends le train pour aller à Rome, ils répondent je prends l'avion, quoi. Voilà. Donc ça c'est le problème aujourd'hui, c'est voilà. Non mais l'humain est paradoxal, c'est normal. Non, encore une fois parce que il y a. Et je crois qu'on est tous d'accord, et les jeunes nous disent, votre génération, on est tous d'accord qu'il faut sauver cette planète, qu'il faut agir. Mais en même temps, la planète, elle est comme elle est, elle tourne comme elle est aujourd'hui. Et la question de savoir si on est prêt à renoncer à notre confort aujourd'hui, à une énergie qui est dense, qui coûte pas cher, même si elle monte en ce moment, ou à un déplacement qui est devenu plus facile, est-ce qu'on est prêt? Parce qu'on a été quand même... En fait, la vérité, c'est que depuis 30 ans, on passe notre temps à vouloir absolument, et la globalisation, à faire en sorte que les choses soient de moins en moins chères, à faire en sorte qu'on paye 50 € pour faire Paris-Nice ou je sais pas quoi. Et donc, on est dans une économie où la lutte contre l'inflation était telle, où on a cherché à faire des coûts. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que si on veut une société différente, il va falloir qu'on accepte que tout ça coûte un peu plus cher. Et il est là le débat, en fait, parce que mon fils, à la fin, il me dit, oui, mais ça me coûte beaucoup moins cher d'aller en avion, qu'en plus, non seulement ça me coûte prendre de temps, mais ça me coûte moins cher. Et je lui dis, à toi de choisir, ou alors tu restes à Paris en vacances, quoi. Voilà, ça c'est là. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de fond qui va être comment on arrive à faire évoluer la mentalité des consommateurs, de nos citoyens consommateurs. Le citoyen vote vert, le consommateur, il vote pas cher. Voilà, il faut réconcilier tout ça. Mais la dernière fois qu'on avait eu l'occasion d'en parler, peut-être vous allez réagir Jean-Baptiste Gibéry, mais vous m'aviez dit c'est l'argent du pétrole qui va financer la transition écologique. C'est ce qui se passe chez moi, oui, bien sûr. Mais pas que chez vous, c'est tous les partout, pétroliers sont concernés. Pour autant et donc la question c'est comment est-ce c'est quoi? Il y a un point de bascule dans votre scénario? Le point de bascule, après, c'est chaque acteur économique qui prend ses décisions. Nous, on a décidé aujourd'hui qu'on dépense en gros 10 milliards par an dans l'industrie fossile, et on ne dépensera pas plus, même si on a plus d'argent. Et tout l'argent que j'ai en plus, si je l'investis dans des énergies nouvelles. Et comme en ce moment on en a plus, je peux dire que ça va accélérer. Donc voilà, donc en fait c'est un choix. Après, chaque acteur économique fait des choix, et ils sont tous contestés. Mais il est aussi clair que j'ai une responsabilité. D'ailleurs, la preuve en ce moment, c'est que les pays européens me disent tous qu'il faut produire plus de gaz en Europe. Voilà. Donc on est écartelé entre du court terme, du moyen et du long terme. Jean-Baptiste Gibéry, sur tout ça... Non, d'abord, les sujets sont liés, mais sur la jeunesse et l'opinion,
on parlait jusqu'à présent du traitement médiatique sur ONG qui n'est pas égal à l'opinion publique, mais on a aussi souvent l'habitude d'avoir une approche d'une jeunesse qui serait univoque, climato-activiste. Et c'est pas du tout le cas. Moi, Elle est plutôt éco-angoissée, non? Éco-angoissé ou éco-responsable. Mais c'est très différent quand vous allez dans une école et que vous parlez à 400 étudiants. Vous avez toujours une fraction assez minoritaire en général d'étudiants très décroissants. Ça a été le cas par exemple quelques étudiants d'AgroParisTech qui prennent l'essentiel de la lumière et du relais médiatique. Mais vous avez aussi des jeunesses qui sont d'ailleurs totalement productivistes, vous avez des jeunesses qui sont beaucoup plus éco-responsables et qui ont envie d'inventer de nouveaux modèles, vous avez des jeunesses qui sont extraordinairement engagées à tirer profit de la technologie pour inventer ces nouveaux modèles. Donc bref, on a une vision et un traitement de l'information très univoque à l'égard de la jeunesse qui est beaucoup plus diverse et heureusement, d'ailleurs dans ses qualités, probablement ses travers, que ce qu'on plaque traditionnellement comme étant la jeunesse Greta Thunberg. Premier élément. Deuxième élément sur les priorités, les ordres de grandeur. Juste pour se donner à penser ce qu'on essaye de réaliser d'ici 2050. Et j'ai eu l'occasion de l'exposer au président quand on a créé ces plans France Relance, France 2030. Avec des hypothèses assez conservatrices. Dans le secteur des transports, qui, comme vous l'avez dit, pèse à peu près 30% des émissions, et pour lequel 50% des 30%, c'est le véhicule léger. Raison pour laquelle on fait l'électrification des véhicules. Si on électrifie une très grande partie des véhicules d'ici 2050, qu'on fait un peu d'hydrogène pour la mobilité lourde, les bus, les cars, les trains, qu'on fait donc l'hydrogène qui utilise de l'électricité, si effectivement on engage de façon résolue la transition de l'aviation, on aura besoin, en termes d'électricité pour les besoins du transport seulement, à l'horizon 2035, de 4 fois plus d'électricité en France d'ici 2035, 4 fois plus. À l'horizon 2050, entre 15 et 18 fois plus, juste pour les transports. Et on électrifie les bâtiments et d'autres usages. Donc on pense qu'à l'horizon 2050, on pourrait avoir besoin de 2 fois plus, en France, d'électricité que maintenant. Ça veut dire, si on le traduit en moyens énergétiques, en faisant des calculs un peu de coin de table, d'ordre de grandeur, ça veut dire qu'à trajectoire nucléaire constante, il nous faudrait 200 000 hectares de panneaux photovoltaïques, 20 fois la surface de Paris, et 40 000 éoliennes, là on en a 8 000. Traduisez ça en acceptabilité locale, en capacité à mener les projets dans un temps très court, etc. etc. Donc c'est un changement d'une magnitude, d'une ampleur qu'on n'a jamais connue, en réalité. Donc ça nécessite de le faire de façon extrêmement lucide, rationnelle, organisée, ce que Augustin et Patrick citaient précédemment. Et c'est ce qu'on essaie de faire, tirant d'ailleurs aussi profit d'un avantage français. Quand on regarde et qu'on se compare aux Allemands sur le sujet du mix énergétique, on peut se dire qu'on a fait des choix historiquement bons, même si ces choix ont vocation aujourd'hui à être régénérés, revigorés, et ça a été les annonces du président à Belfort, notamment sur la filière nucléaire. Puis on a des nouveaux modèles à inventer. On parlait avec Augustin un peu en coulisses des petites centrales nucléaires, des SMR. On a des modèles, des compétences françaises à réinstaller dans l'environnement, et on a des produits d'export à inventer, et ce sont aussi des nouveaux métiers qui peuvent donner un peu d'espoir aux jeunes. Je prends un exemple, je pense que Patrick et Augustin n'iront pas le contraire. Il y a encore une dizaine d'années, vous aviez du mal à attirer les jeunes dans les métiers historiques de l'énergie. Aujourd'hui, ça change beaucoup. Et tant mieux. Les ENR captaient le tout. Parce qu'on avait un discours qui était quand même très anti-nucléaire. Il y avait une résonance, pour le coup, d'un certain nombre d'ONG extrêmement forte. Mais quand on pose les données rationnelles du débat, les données scientifiques, et qu'on dit qu'on n'arrive pas à faire la transition écologique, si on est sérieux, sans complémentarité des différents modes d'énergie, sans un désinvestissement extrêmement lourd de l'industrie aéronautique, des industries des transports en général, on voit bien qu'on a un besoin de consensus, un besoin de visibilité et un besoin d'engagement de toute la société, pour le coup. Et donc moi, j'y vois beaucoup plus d'enthousiasme que de morosité ou d'anxiété qu'on a bien l'habitude de décrire dans les médias. Et c'est ce qui me rend, à titre personnel, très, très enthousiaste à l'idée d'entrer dans cette nouvelle décennie, qui peut être une décennie de performance énergétique et climatique, et puis d'enthousiasme et de développement français et européen. Je pense qu'on a des atouts absolument incroyables pour le faire, là où on a peut-être un peu ronronné ces 30-40 dernières années pour les raisons de maîtrise des coûts et de l'inflation que Patrick a très justement cité. Augustin de Romanet, ça vous rend enthousiaste, ce débat vous a rendu enthousiaste sur l'avenir? Est-ce qu'il y aura assez de carburant pour l'aviation demain? Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il existe une rétroaction de tous les comportements qui, à la fin, va se diriger vers les industriels pour leur demander une offre de carburant durable. Je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes un fabricant de charcuterie, en gros, à Casteljaloux.
et vous avez beaucoup de commerciaux sur la route. Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez votre scope 3 de carbonation. Vous voyez que comme ils voyagent beaucoup, vous essayez de réduire l'empreinte carbone de votre entreprise de charcuterie en gros. Donc vous allez demander aux compagnies aériennes d'utiliser des carburants durables. Et c'est ce que disait la directrice générale d'Air France tout à l'heure, qui est très très important. Aujourd'hui, les clients demandent à payer plus cher. Donc, vous avez cette espèce de chaîne de causalité qui fait que l'industriel qui veut réduire son scope 3 demande à la compagnie aérienne d'avoir des carburants durables, qui demande aux producteurs d'énergie de fabriquer ces carburants durables, et qui lui-même va avoir besoin d'électricité et d'électricité renouvelable. C'est la raison pour laquelle on peut dire quand même que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, nous allons avoir une guerre des énergies. Parce qu'effectivement, si on voulait aujourd'hui produire de l'hydrogène vert pour l'ensemble des transports aériens, il faudrait les 2/3 des installations d'énergie renouvelable aujourd'hui sur Terre. Donc les 2/3 de l'électricité renouvelable seraient captés par l'aéronautique, ce qui est évidemment impossible. Donc là où je suis optimiste, c'est que cette chaîne de rétroaction va obligatoirement faire bouger tout le monde. Là où je suis lucide, c'est que ça va prendre un petit peu de temps et que ça va forcément obliger à changer quelques comportements, notamment s'agissant du prix qu'il va falloir payer. On va conclure avec Patrick Pouyanné. Donc, la guerre en Ukraine continue. Probablement va-t-elle durer? Son impact sur le monde tel qu'il est, de façon globale, et notamment l'énergie, on est en train de le mesurer, de le payer par de l'inflation, par des hausses de prix. Dans vos scénarios, pour rester concrètement sur cette situation géopolitique, qu'est-ce que vous voyez dans l'année ou les 2 années qui viennent sur le prix du pétrole? Est-ce que ça va vous inciter à changer des investissements, à accélérer d'autres? D'abord, c'est pas vrai que c'est la guerre en Ukraine qui a créé la crise des prix de l'énergie. Ça a commencé avant. Je voudrais quand même que les gens se rappellent que le prix du gaz, il a monté à l'été 21 en Chine, la demande, et que le prix du pétrole, à la fin de l'année, était déjà à 80, 100, avec une croissance de 8% dans le monde. Oui, mais il était déjà là. Et pourquoi? Parce que, en fait, le fond du sujet, c'est qu'on investit. En fait, la vérité, c'est que l'industrie pétrolière et gazière, elle est déjà en train d'investir selon le niveau d'investissement qu'on a depuis 3-4 ans, c'est celui du fameux scénario de l'AIE. Et en fait, le scénario de l'AIE, il prévoit une décroissance de la demande de pétrole et de gaz. Or, il n'y a pas de décroissance de la pétrole et le gaz, mais nous, on n'investit pas. On investit moins. Et ben ça se traduit par des prix plus élevés. Et pourquoi on investit moins? Parce qu'on veut décarboner, parce qu'on veut tout faire en même temps. Et ça, c'est ça le vrai sujet qu'on a en ce moment. Donc aujourd'hui, est-ce que tout d'un coup, on va se remettre à réinvestir? Pas de façon massive, parce qu'encore une fois, les signaux des pouvoirs publics, l'accord de Paris, il existe, et qu'on se dit, et puis on a des investisseurs qui nous disent finalement, et puis on a des stratégies. On va pas tout d'un coup, parce que le prix est haut, changer de stratégie. Ça ne veut pas dire que marginalement, on ne va pas essayer, comme j'essaie de le faire aujourd'hui en mer du Nord, d'accélérer des puits dans la mer du Nord pour produire un peu plus de gaz européen, puisqu'on n'aura pas assez de gaz russe. Mais c'est marginal, on ne va pas changer des stratégies comme ça. Parce que la stratégie de fond, c'est qu'il faut décarboner. La stratégie de fond, c'est qu'il faut que nous, Total Energy, on fasse la transition qu'on a décidé de faire. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense... Alors la guerre, naturellement, a ajouté des tensions, et notamment, elle crée des tensions dans les marchés, crée des tensions d'incertitude. Quand les gouvernements discutent pendant plusieurs mois d'un embargo, maintenant l'embargo il a été décidé sur le pétrole, les marchés vont s'organiser. Je ne vais pas parler de ce sujet-là parce que je prendrai trop de temps. Malheureusement, sans doute, avec pas mal de marchés noirs un peu partout, mais enfin, ça va s'organiser. Sur le gaz, il n'y a pas encore de décision prise, ce qui fait qu'il y a encore des tensions dans les marchés, parce que les marchés anticipent les décisions. Donc, oui, on est rentré dans une période, je pense, où l'énergie va, surtout si le conflit dure, va rester cher. Bon, donc ça c'est clair. En même temps, quelque part, c'est sans doute un accélérateur positif pour économiser l'énergie, parce que je vous rappelle, la première politique pour faire pas de carbone, c'est économiser l'énergie. Donc moi, ce que j'attends des pouvoirs publics, notamment en Europe et en France, j'espère, c'est un grand plan anti-gaspi. Il faut mobiliser tout le monde, comme on l'a fait dans les années 70. L'énergie coûte cher, économisez-la tous ensemble. On peut avoir des idées. Ça va permettre d'accélérer la transition, mais en même temps, il faut qu'on réponde à l'urgence immédiate. Voilà, donc c'est un débat dans lequel chaque acteur va essayer d'apporter sa pierre de façon dans un sujet, encore une fois, qui n'est pas
où c'est pas les discours manichéens qui vont donner la réponse. Bon, en tout cas, soyons optimistes. Moi, je pense que tout ça va dans le bon sens. Enfin, la guerre va pas dans le bon sens du tout. Ça, c'est au moins qu'on puisse dire. Ça, malheureusement, c'est un recul majeur au niveau en Europe. Mais c'est un aiguillon pour changer, en tout cas, de modèle. Ouais, c'est un aiguillon sans aucun doute. Je leur dis pour accéder. Non, c'est pas la fin. Au contraire, il faut se dire que c'est l'occasion de, encore une fois, de chercher une énergie plus indépendante, qui coûtera peut-être un peu plus cher, mais il faut savoir, faut qu'on sache qu'on veut. Et donc, il y a une voie possible pour nous tous. Encore une fois, après, il faut que les leaders politiques soient capables d'expliquer tout ça en même temps aux citoyens. Ce n'est pas si simple que ça, comme on le voit en ce moment. Donc, je crois qu'il est important dans cette affaire que l'aérien, pour moi, c'est un typique d'un sujet où il ne s'agit pas que les compagnies aériennes et les constructeurs ils renvoient la balle aux fournisseurs d'énergie. Tout ça ne se fera que si pouvoir public, consommateurs, investisseurs, clients, fournisseurs, on travaille ensemble, parce que la vraie trajectoire, on va la trouver ensemble. C'est très facile pour moi de répondre, oui, je vais vous fournir tout ce que vous voulez, mais voilà le prix, et puis débrouillez-vous, quoi. Or, on voit bien qu'à un moment, c'est une équation complète. Donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est un secteur où on a beaucoup progressé, encore une fois, et il ne faut pas, effectivement, que ces événements géopolitiques nous fassent nous arrêter, mais au contraire, qu'on continue. Merci beaucoup à tous les trois. L'équation est complexe. On en reparlera sûrement pendant encore de longues années au Paris Air Forum. Merci à vous trois.